Les questions par SMS commencent à arriver. Nous allons les partager tout à l'heure, mais je vous propose de continuer cette constitution du socle commun de compréhension donc de l'adolescence avec une pathologie chronique, en allant maintenant sur le vécu et en le faisant grâce à Dessine-moi un mouton. On va parler de votre file active, celle avec laquelle vous travaillez, Hélène Lépinet. Je vais vous laisser vous installer au pupitre. Vous êtes chef de service à Dessine-moi un mouton et vous allez non seulement partager votre expérience, mais aussi celle des jeunes avec lesquels vous travaillez. Je vous en prie, Hélène. C'est bon, je peux y aller. Merci. Donc du coup, avant de passer au cœur du sujet, donc, qui est une description en effet fine des données concernant notre file active et ensuite leur témoignage, on va revenir quand même rapidement sur l'association, ce que l'on fait. Donc du coup, Dessine-moi un mouton, donc c'est une association de promotion en santé qui a été initialement créée en 90 pour accompagner les enfants nés avec le VIH et leur entourage familial. Ensuite, suite aux avancées thérapeutiques, donc nous avons ouvert un service dédié aux adolescents nés avec le VIH dans les années 2000. Nous avons ensuite élargi notre accompagnement à d'autres pathologies, des pathologies chroniques d'origine infectieuse et génétique. Donc notre public actuel est les adolescents, les jeunes adultes et les familles, donc que ce soit les parents, le plus souvent des mères isolées et leurs enfants en situation de précarité, voire de très grande précarité, d'exil, d'errance, concernés par une pathologie chronique qu'on nomme dite transmissible, qu'elle soit d'origine infectieuse, donc le VIH toujours, l'hépatite B, mais également d'origine génétique avec la drépanocytose. Donc, notre accompagnement s'articule autour de deux grandes missions. La première des missions est d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie en santé. Et pour les enfants, notre mission est de garantir leur bon développement par l'accompagnement autour de la périnatalité et de la parentalité. Donc pour ce faire, nous proposons un lieu d'accueil de jour ouvert du lundi au samedi. Nous sommes situés en plein cœur de Paris, mais notre file active est hébergée dans toute l'Île-de-France. Donc nous proposons un accompagnement pluridisciplinaire avec une infirmière, une assistante sociale, une éducatrice spécialisée, deux psychologues, une psychosocio-esthéticienne et des intervenants extérieurs et des bénévoles, tels qu'une comédienne, deux enseignants d'activité physique adaptée. Donc nous proposons à la fois un accompagnement individuel avec des entretiens, des visites à domicile notamment, et un accompagnement collectif. Le collectif étant un mot assez large pour qualifier à la fois les groupes de parole, les séjours thérapeutiques, mais également les ateliers théâtre ou les séances de danse-thérapie. Donc voilà à peu près rapidement donc, notre accompagnement. Donc pour cette présentation, nous nous sommes focalisés sur les 13-28 ans. Nous avons une définition assez large d'adolescents et jeunes adultes. Donc ce sont les 13-28 ans vivant avec une pathologie chronique, une des trois pathologies nommées précédemment, accompagnés entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Donc, durant cette période, nous avons accompagné 49 adolescents et jeunes adultes vivant soit avec le VIH, l'hépatite B ou la drépanocytose, ou le VIH et l'hépatite B. Donc, on voit clairement une surreprésentation des personnes vivant avec le VIH qui vient en partie de l'histoire de l'association. Ce qu'il est important de noter, c'est que sur les 35 adolescents, jeunes adultes vivant avec le VIH, 11 ont été contaminés par voie materno-fétale, donc on voit bien, et si on ajoute les personnes vivant avec une drépanocytose, donc on voit bien en fait que la plupart de nos adolescents, jeunes adultes vivant avec une pathologie ne sont pas nés avec, mais l'ont acquis plus tardivement, et notamment durant la période de l'adolescence, qui est vraiment une évolution majeure pour notre association, comme vous l'avez compris au vu de l'historique. Donc, parmi ces 49 personnes, on distingue 4 profils types en nombre à peu près équivalent, et donc on va les détailler par la suite. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on a appelé les majeurs avec parents. Donc ça, c'est vraiment le groupe, on va dire,
qu'on avait pour habitude d'accompagner dans les années 2010. Un groupe qui a vieilli, puisqu'ils ont une moyenne d'âge de 23 ans. Pour certains, ils sont suivis à l'association depuis plus de 10 ans. Nous avons une majorité de filles, une majorité de personnes vivant avec le VIH contaminées par transmission materno-fétale. Donc 3 sont nés en France, les autres sont arrivés de manière relativement ancienne en France, et pour la plupart, l'infection à VIH, que ce soit la leur ou celle de leurs parents, était la cause de la migration. Donc il y en a 7 qui sont de nationalité française, les autres sont en situation régulière. Ils habitent chez leurs parents, ils sont majoritairement scolarisés, certains même occupent un job étudiant. Donc tous déclarent des ressources, que ce soit de la part de leurs parents ou grâce à cet emploi. Donc voilà pour le premier groupe. On va passer au second, qui est un groupe totalement différent et qui est vraiment le groupe qui est en augmentation au sein de notre file active. Donc c'est le groupe des mineurs, pour ne pas dire le groupe des mineurs non accompagnés. Donc ils ont un âge moyen de 16 ans. Donc ils sont suivis très très majoritairement dans le service adulte. Ils n'ont pas été suivis, même pour ceux qui sont plus jeunes, ils ne sont pas dans le service de pédiatrie. C'est une majorité de garçons, une majorité de personnes vivant avec le VIH. Mais cette fois-ci, la plupart n'ont pas, c'est pas une contamination materno-fétale, c'est une contamination relativement récente, a priori liée au parcours ou à l'installation sur le territoire français, ou du moins le statut à VIH, et c'est pareil pour les personnes vivant avec l'hépatite B. En tout cas, le statut infectieux, c'est pas le motif de départ selon leurs propos. Donc aucun n'est né en France. La majorité est arrivée très récemment en France. 3 sont arrivés depuis moins de 6 mois. Ils sont arrivés seuls et ils sont très seuls. Donc un tiers est sans papier puisqu'ils ne sont pas reconnus mineurs. Et donc ces personnes sont hébergées par une association. Les autres sont pris en charge et hébergés par l'aide sociale à l'enfance, avec un hébergement assez divers. Ça va de l'hôtel à la famille d'accueil ou au foyer. Donc ceux qui sont hébergés par l'aide sociale à l'enfance bénéficient d'une allocation mensuelle. Les autres déclarent peu, voire pas de ressources. Il y a quand même une pointe d'optimisme parce qu'il en faut une sur ce tableau. C'est quand même que la grande majorité est scolarisée. On va ensuite passer au troisième groupe qu'on a nommé les majeurs non accompagnés, qui en fait pour la plupart sont nos anciens mineurs non accompagnés, à la différence près qu'ils sont plus nombreux à être en situation irrégulière, et ça, évidemment, va fortement impacter les autres sphères de leur vie sociale. Donc ils ont un âge moyen de 23 ans. Ils sont arrivés en France de manière plus ancienne, 2015-2020. Il y a autant de filles que de garçons. Après, voilà, c'est un groupe assez hétéroclite, tant de par la pathologie. Là, on retrouve vraiment toutes les pathologies accompagnées par des signes moins moutons. Pour les personnes vivant avec le VIH comme pour les mineurs, le diagnostic a été réalisé au moment, depuis qu'ils sont sur le territoire français, et a priori, le statut infectieux n'est pas la cause du départ, contrairement à ceux qui ont la drépanocytose, où vraiment la maladie est présentée comme le motif de leur départ. Donc après, comme j'ai pu le dire au départ, en fait, ils ont une situation administrative et d'hébergement et de scolarité et de ressources assez diversifiée, mais qui est quand même, à la base, c'est la situation administrative qui impacte cette situation. On passe ensuite à notre quatrième groupe, qui sont nos mamans de moins de 28 ans. Donc, ce sont exclusivement des femmes. Ce sont exclusivement des personnes vivant avec le VIH. Comme pour le groupe précédent, donc, le diagnostic a été réalisé depuis l'arrivée en France et ce n'est a priori pas la cause du départ du pays d'origine. Elles sont très isolées socialement. Elles sont arrivées en France de manière assez ancienne, comme pour le groupe précédent. Elles sont arrivées de manière plus ancienne que pour les mamans plus âgées que nous accompagnons. Elles ont 2 enfants en moyenne. Les enfants sont très majoritairement nés sur le territoire français. Elles n'ont pas d'enfants dans le pays d'origine, ce qui les distingue également des mères qu'on accompagne qui sont plus âgées.
Donc après, elles ont des situations administratives assez variées. Elles ont tout un hébergement, mais pareil, l'hébergement est assez varié. Elles sont majoritairement sans emploi et sans ressources. Donc finalement, elles ont quand même un profil assez similaire au groupe précédent, si ce n'est qu'elles ont des enfants. Donc, comme vous avez pu le voir, on a vraiment assisté au cours de ces dernières années à une évolution majeure de notre file active des 13-28 ans. Donc, une évolution qui se caractérise par un isolement renforcé, que ce soit au niveau familial ou social, une précarisation. Donc, pour les personnes vivant avec le VIH que nous accompagnons, donc ce sont maintenant quasi majoritairement des contaminations récentes pendant la période adolescente. Ces contaminations sont liées au parcours migratoire ou d'installation sur le territoire français. Et donc, du coup, elles sont directes. Et c'est des personnes qui sont quand même directement prises en charge dans un service adulte et qui, plus largement, se retrouvent directement, passent directement à l'âge adulte. C'est un public également qui, quand même, pour beaucoup, ont fait l'expérience ou du moins ont subi des violences sexuelles. Donc, c'est quand même des évolutions majeures. Donc, au vu de ces évolutions, nous avons adapté notre accompagnement. Donc, nous aurons l'occasion d'en discuter plus longuement cet après-midi. Évidemment que dans ce contexte, la santé sexuelle il occupe une place encore plus centrale, et également l'accompagnement social et notamment l'accompagnement à l'insertion scolaire et professionnelle, d'où les thématiques de cet après-midi. Mais également, nous avons renforcé notre approche corporelle avec la psychosocio-esthétique, l'activité physique adaptée, le théâtre et la danse-thérapie, puisque voilà, ça permet de réinvestir le corps qui est éprouvé à plus d'un titre, que ce soit par la pathologie, l'exil ou le fait d'avoir été victime de violences sexuelles. Et par ailleurs, ça permet une entrée plus douce, entre guillemets, dans l'accompagnement, quand la verbalisation s'avère encore trop difficile, voire impossible, du fait des différentes expériences traumatiques. Voilà pour cette présentation succincte de notre file active, mais on a décidé d'un commun accord avec l'équipe de laisser quand même une grande part de notre présentation à leur témoignage. Donc on va passer à leur témoignage. Qui sont ici pour la confiance que vous nous accordez. C'est trop tôt pour la confiance. Il a été trop rapide, j'avais anticipé qu'il aurait deux minutes, mais non. Enfin, vraiment vous remercier pour la confiance que vous nous accordez en nous orientant du public et que nous accompagnons en collaboration avec vous, bien évidemment. Mais maintenant, c'est à eux. Pour moi, être adulte, c'est comme quelqu'un qui était sans emploi et qui retrouve un emploi. Du coup, il y a une période de liberté. Il fait ce qu'il veut, son salaire, il peut aller ce qu'il veut. Donc, être adulte, c'est rentrer dans un espace de liberté où on prend les décisions soi-même. Donc, du coup, un adulte, c'est quelqu'un qui est déjà en développement miniature. C'est pas comme un enfant qui développe, mais un adulte qui a déjà développé. Être adulte, c'est une personne responsable, majeure, posée, mature, qui sait prendre des décisions et qui les assume jusqu'au bout. À partir du moment où tu es adulte, on est confronté à des difficultés de la vie, qu'elles soient positives ou négatives. Mais en fait, face à ces difficultés, tu sais prendre des décisions concrètes et qui peuvent te permettre de résoudre certaines situations ou toutes sortes de situations. Et genre, pour moi, quand tu les assumes jusqu'au bout, à partir de ce moment-là, je peux considérer que tu es adulte. Pour moi, être adulte, c'est avoir une certaine autonomie, avoir des responsabilités et en prendre conscience. Savoir faire beaucoup de choses seul, prendre des décisions dans la vie quotidienne. Après, savoir gérer ses propres problèmes, prendre soin de soi, etc. C'est plutôt comme ça que je définis, c'est pas une question d'âge pour moi. Et de jouir de certaines libertés aussi. Être adulte, c'est avoir la conscience, tranquille, être libre de pouvoir faire ses choix. Quelqu'un qui a la conscience de ce qui est bien et ce qui est bien pour son progrès, son développement. C'est ce que je pense être un adulte. Être adulte, déjà, c'est être capable de faire certaines choses soi-même, sans l'aide de quelqu'un, de se débrouiller, savoir se débrouiller. Et quand on est adulte, on est libre à soi-même, en fait.
C'est un peu ça. Adulte, pour moi, c'est une période de vie où la personne doit entamer une nouvelle vie de majeur pour prendre les choses au sérieux, pour savoir qu'il est plus enfant, il est majeur. Être adulte, c'est entre 18 ans et 19 ans. C'est là que commence l'adulte. C'est un défi mineur. Moi, à mon niveau, depuis je suis adulte, j'ai une sensation de liberté. Si je fais un peu 1 ou 2 ans en arrière, quand j'avais pas 18 ans, on avait des contraintes. On ne sortait pas. Il y avait des heures de sortie, des heures d'entrée. Il fallait tout le temps signaler où je vais, à quelle heure je rentre. À partir de 22h, il fallait être à l'hôtel. Voilà. Et on ne peut pas voyager plus de 3 jours. Et même qu'on est mineur, on ne peut pas prendre seul le vol. Pour retourner en Afrique, voir les parents, quelle que soit la situation sociale ou familiale, il faut toujours être accompagné. Même depuis qu'on est adulte, on fait tout de toi-même. Donc, pour moi, c'était une grande liberté, en fait. Je prends des décisions moi-même. On demande mon avis, on ne m'impose pas. Et quand tu n'es pas adulte, quand tu te retrouves à l'hôpital, il y a le consentement des parents qui est demandé. Et toi, tu peux, dans la décision clinique, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre toi-même. Il faut que les parents prennent, il faut que tes représentants légaux prennent. Et quand tu es adulte, tout passe par toi. Ton consentement il est demandé, obligatoirement. Déjà, à partir de quelques mois, moi, je serai déjà adulte. Je serai libre à moi-même. J'aurai quand même la liberté par rapport à maintenant de sortir, de faire certaines choses dont je ne pourrais pas faire étant mineure. Ou voilà quoi. En fait, tu es libre vraiment de faire certaines choses que tu ne pouvais pas faire avant et de comprendre, de savoir se débrouiller toute seule, aller dans les endroits, faire plein de choses seule, se débrouiller, être autonome. Ce que je peux te dire par rapport au fait que je sois adulte, c'est que voilà, c'est pas facile tous les jours, mais j'essaie d'apprendre chaque jour sur moi-même, de me faire confiance, de m'écouter beaucoup plus. Je t'avoue que la confiance joue beaucoup. Quand tu es adulte, en fait, tu peux rapidement être influencé. Donc, c'est très important de prendre du recul et de savoir s'écouter soi-même. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas facile tous les jours, mais j'arrive à faire la part des choses. Et aujourd'hui, je peux considérer que, franchement, lentement, mais sûrement, voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Je suis adulte depuis que je suis en France. Je suis adulte depuis parce que je vis toute seule, je suis indépendante, je suis accompagnée avec d'autres associations. Mais je fais mes choses toute seule, que ce soit administratif, que ce soit côté éducation, côté école, tous mes papiers, c'est moi qui les fais. Moi, je m'en considère comme adulte, comme une adulte en tout cas, parce que je pense que je coche toutes les cases, en tout cas, d'après ce que je sais, je me connais, donc je pense que je coche ces cases-là. Avec ça, quand même, on apprend beaucoup En fait, on appréhende beaucoup en tant qu'adulte, surtout sur le côté jugement, le regard des autres, etc. En le disant, certains l'assument, d'autres non, vont le cacher. Ça peut être dans l'aspect de la vie courante, ça peut même être au niveau médical, pour des rendez-vous, il y en a qui préfèrent ne pas dire. À leur employeur, il y en a qui préfèrent ne pas dire, ou à leurs proches, ça dépend. Donc, c'est plutôt en devenant adulte avec ça, je dirais que ce qui joue beaucoup, c'est le rapport avec l'autre, je dirais. Parce que je dirais, avant d'être adulte à l'adolescence, c'est plutôt avec soi-même. Après, ça dépend des cas, mais pour mon cas, comme je suis née avec, c'est plutôt réaliser ce qu'on porte, en fait. Et là, c'est le rapport avec soi-même, c'est comment on se considère, essayer de ne pas perdre confiance en soi avec ça, etc.
Et quand on devient adulte, je pense que c'est plutôt le rapport à l'autre. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ça nous pousse à comprendre mieux la maladie, à poser des questions, à faire des recherches sur la maladie. Parce que quand on n'est pas adulte, on n'est vraiment pas conscient tout de suite. Avant, moi, je prends l'exemple déjà sur moi. Quand ça a été découvert chez moi, je pensais qu'on ne peut pas vivre avec cette maladie plus de 10 ans. Je pensais qu'après, on allait. Après, au fur et à mesure, tout ça, après, tu comprendras qu'on peut vivre ça plus de 80 ans, 50 ans. Donc être adulte avec la maladie, ça amène de compréhension, quoi. Comprendre la maladie, faire des recherches toi-même et ça te permettra de voir aussi des gens qui étaient mineurs et qui sont adultes et qui sont maintenant des personnes âgées avec la maladie. Donc tu comprends un peu le développement de la médecine en fait. Je vis avec tranquille, comme si j'avais rien. Je suis fautre, je reste fautre. Je prends mes comprimés parce que si tu prends bien tes comprimés et que tu suis bien tes traitements, en fait, en un seul mot, déjà, mets dans la tête que ça va, même si c'est pas facile au début, mais avec le temps, ça va. Je peux ajouter comme quoi conseil de toujours continuer ces médicaments, de rester forte. C'est pas parce qu'on devient adulte qu'on connaît tout. Même s'il y a des difficultés et au niveau des trucs, des couples amoureuses, des relations, ne pas se laisser faire, ne pas s'autoriser à faire certains trucs parce que le virus il est indétectable ou parce qu'on a un partenaire. On reste ouverte et il faut rester discret en fait. Je peux donner ça comme conseil. Accepte que tu es malade. Ça ne veut pas dire que non. Tu peux rien faire parce qu'avec la maladie, tu peux faire ce que d'autres n'ont pas. S'entourer de bons professionnels de santé, n'hésitez pas à aller voir un psychologue quand ça ne va pas, ne pas se renfermer sur soi-même parce que des fois on a tendance à se renfermer sur soi-même, à ne pas parler à qui que ce soit et là tu plonges en fait, j'ai l'impression que tu creuses ta propre tombe, genre c'est une façon de parler mais tu as compris ce que je veux dire. En gros quand ça va pas, il faut parler, ne pas rester chez soi, tu vois. Il y a des gens comme toi, c'est ce que je dirais, soit je suis bien choisir son entourage aussi. J'insiste sur le point de bien choisir son entourage parce que ça aide beaucoup en fait. Ça aide beaucoup parce que nous, à partir du moment où tu es adulte, quand tu as une maladie chronique, tu te dis, non, il faut que je reste à l'écart, il faut ci, il faut ça, il faut que je n'ai pas forcément envie d'en parler. Non, justement, il faut en parler pour se libérer. Quand on parle, ça te soulage, ça te libère et puis voilà, ça va mieux. Ne pas être dans le déni, ne pas être dans le refoulement, ne pas être dans le jugement de valeur. Ne pas être dans le refoulement et ne pas écouter ce que les gens disent. Après, s'ils se sentent gênés d'en parler, qu'ils en parlent avec des professionnels de santé, des professionnels d'association qui sont là disponibles pour les écouter, mais pas parler dans la rue en fait. C'est dans la rue, forcément, en 5 minutes, tu te fais refouler. 5 minutes, voilà quoi. Tu auras des jugements de voler tout de suite. Hein. Parce qu'il y a certains aussi, quand ils ont des maladies, ils peur que d'autres le découvrent. Donc, dans ce cas, il faut que la personne respecte les traitements, les rendez-vous, tout ça. Et s'il a peur de ne pas le dire à personne aussi, il peut le garder entre lui et son médecin. Moi, je proposerais aux autres d'être assez indulgents. Parce qu'il y en a, quand ils se sentent discriminés, vont peut-être devenir agressifs, mais il faut bien comprendre que cette pathologie-là, elle est assez inconnue. Enfin, maintenant, ça commence à... c'est pas qu'elle est inconnue en soi, elle est très connue. Mais ces modes de traitement, ces modes de contamination, etc., c'est pas tout le monde qui est forcément à jour sur ce genre de choses. Du coup, s'il y a une personne qui est mal informée, etc., de ne pas le prendre mal, en fait, et de juste se dire que la personne n'est pas assez informée. Et nous retrouverons ces témoignages tout au long de la journée. Mais ils ont posé, par leur regard, leur partage, les enjeux de ce qu'est devenir adulte.